Donc notre prochain invité est monsieur le professeur Olivier Brandouille, qui est en fait professeur, donc, qui a été professeur à la fois enfin, dans différentes universités, hein, si je ne m'abuse, Lille 1, Limoges, Paris 1 et puis Bordeaux. Vous êtes agrégé d'économie et de gestion, vous avez été successivement maître de conférence, chargé de recherche au CNRS, puis professeur des universités. Et désormais, vous êtes donc à la Cour des comptes, vous êtes conseiller référendaire en service extraordinaire rattaché au secrétariat général de la Cour des comptes. Et donc nous avons le plaisir de vous entendre ce matin parler de la politique numérique justement de la Cour des comptes. Et à l'issue de votre intervention, eh bien, nous pourrons poser des questions à Mme Domageon ainsi qu'à vous-même pour nourrir justement nos réflexions. Nous vous écoutons, monsieur le professeur. Bien, je vous remercie pour cette introduction. Chers collègues, j'adresse également mes remerciements à Madame Saison, Monsieur Mondou et Madame Manjol, qui me donnent donc cette occasion de présenter quelques éléments de la politique numérique de la Cour des comptes dans cette manifestation très intéressante où j'entends un très grand nombre de thématiques qui animent nos réflexions en interne à la Cour. Donc pour préciser immédiatement mon propos, j'imagine que vous savez tous évidemment quelle est la mission de la Cour, je la réénonce de façon à éclairer l'axe général que je suivrai plus tard. Donc finalement nous assurons concrètement une mission qui est énoncée à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et donc nous vérifions comment bien ces fonds publics sont employés. Nous en regardons l'efficacité d'emploi, l'efficience, entre autres, mais pas que. Et la Cour peut être amenée à sanctionner donc, des manquements que les comptables publics auraient été conduits à commettre. Merci. Bien, donc la ligne de ma présentation sera un tout petit peu différente de la précédente. Je vais essayer de vous montrer comment la Cour cherche à s'armer aujourd'hui en augmentant son potentiel sur le traitement des données et sur le traitement des questions algorithmiques, donc de façon à remplir de façon efficace et efficiente notre mission à l'ère du numérique. Donc je vais vous présenter à la fois des éléments de stratégie, d'organisation interne, et si j'ai le temps, je vous donnerai quelques illustrations concrètes de cette affaire. Donc, sur les 4 missions classiques que la Cour doit remplir, donc le contrôle, la certification, l'évaluation et le jugement des comptes, mon propos va surtout faire l'effort d'illustration sur des questions essentiellement de contrôle de la gestion et du bon emploi des fonds publics d'une part, et de l'évaluation des politiques publiques, qui sont 2 missions, l'une comme l'autre consommatrices de données massives, et pour lesquels aujourd'hui eh bien, nous essayons de développer des compétences spécifiques qui nous permettent de réorganiser finalement la philosophie même de notre travail. Donc le plan de ma présentation va être relativement simple. Je vais vous donner quelques pistes pour comprendre comment nous envisageons aujourd'hui d'accéder aux données massives, de les exploiter et de les restituer. Donc là, ce sont essentiellement des problèmes organisationnels que je vais évoquer. Je vais essayer de vous dire comment finalement contrôler à l'ère du numérique aujourd'hui modifie assez profondément les pratiques internes à la Cour, hein, et comment finalement les différentes chambres et les magistrats bien se transforment aujourd'hui leur outillage et modifient leur process de façon donc à se mettre au niveau hein, de ces nouveaux enjeux. Je vous dirai également comment eh bien, nous formons, nous cherchons à finalement augmenter la culture générale et l'expertise de chaque personne à la Cour sur les dimensions data et développement. Hein, donc, j'étendrai le propos qui jusqu'à présent a été très centré sur la donnée, également sur les problèmes de développement informatique, et puis bien évidemment l'interaction avec les citoyens qui nous tient à cœur, comme à d'autres administrations évidemment, et qui rentre dans cette politique numérique. Donc accéder, exploiter, restituer les données, pour nous, voilà, ça revient à formaliser finalement une stratégie et une gouvernance des données. Donc ce sont là
des ambitions qui sont partagées par de très nombreuses organisations. Donc l'idée de la gouvernance ici des données, c'est essentiellement de veiller à leur disponibilité, hein, donc notamment à gérer leur utilisation, les rendre utilisables, donc en cherchant à respecter autant que possible les normes en cette matière, hein. Veiller à leur intégrité, donc à leur non-altération, leur non-destruction, à leur cohérence, leur fiabilité, hein, à leur pertinence, leur validité, etc. Et donc à leur sécurité. Donc ça, c'est une définition assez générale de la gouvernance des données. Et ça se concrétisera, parce que ce n'est pas encore complètement mis en place, par la désignation d'un administrateur des données des juridictions financières. La différence entre les juridictions financières et la Cour des comptes, évidemment, c'est qu'on adjoint à la Cour toutes les cours régionales et territoriales des comptes. Donc il sera chargé des questions d'accès, de stockage, de traitement, de mise à disposition en interne comme en externe de nos données, et également de l'analyse des usages ainsi que de la mise en place de référentiels autour de ces masses numériques. Donc voilà, il y a globalement une sensibilisation au risque d'utilisation des données, des erreurs d'interprétation, de fuites, de problématiques qui sont liées à l'anonymisation des fichiers sur lesquels nous travaillons et qui pourraient, en cas de fuite évidemment, poser de graves problèmes. Et nous poursuivons globalement une mise en conformité avec le RGPD, hein, avec la désignation d'un Data Protection Officer, hein, d'un officier de protection des données, de façon tout à fait classique, tout à fait standard. Alors, dans la même optique, nous cherchons à développer donc des modèles et des méthodes pour appuyer ce qu'on appelle la programmation au contrôle. Donc le cycle de travail à la Cour des comptes est un cycle triennal, hein, qui est confié au rapporteur général, donc qui organise les travaux de la Cour, si vous voulez. Et donc de façon récurrente, nous avons des organismes qui sont contrôlés, hein, sur ce cycle-là. Ce cycle se concrétise année après année par une programmation en grain fin, dans laquelle donc vous retrouvez des éléments récurrents de la programmation triennale qui interviennent, mais également le choix d'un certain nombre d'organismes qui vont être contrôlés en raison de l'actualité spécifique dont ils font l'objet, ou de l'intérêt particulier qui aurait été identifié au sein des chambres et qui les ferait remonter donc dans la programmation. Donc une fois que cette programmation annuelle a été décidée, les équipes de contrôle vont analyser les différents besoins en termes de données, en termes d'analyse, hein, ce qui va permettre de générer un besoin spécifique qui va être adressé à un centre, qui est un centre d'appui métier, hein, qui est rattaché au secrétaire général de la Cour, dans lequel vous allez trouver les data scientists de la Cour, finalement, ceux qui savent, qui sont le plus à même finalement de manipuler ces grosses masses de données. Voilà, donc c'est au sein des chambres que bien évidemment le travail d'analyse est fait, mais le centre d'appui métier, hein, va apporter ici son expertise méthode, hein, et va aider donc les équipes de contrôle à traiter ces questions. Donc il y a une boucle de rétroaction, hein, au sens où évidemment l'analyse des données, tous les développements qui sont nécessaires vont venir impacter la programmation, et d'un autre côté ils vont également aider à orienter cette programmation. Je vais essayer de vous donner quelques éléments d'illustration par la suite sur cette affaire. Bon, et puis on a un problème qui est évidemment tout à fait criant aujourd'hui, c'est celui de l'adaptation au contrôle des plateformes numériques publiques, hein, et donc des bases de données en grand volume qui animent énormément nos réflexions en interne. Alors on a parlé de data visualisation il y a quelques minutes, hein. On souhaite également être en pointe sur ces questions-là. Très longtemps, la science a cherché à mettre des nombres sur des formes naturelles. Donc on avait des forêts, par exemple, ou des myriades de poissons. On cherchait à mettre des quantités de façon à essayer de découvrir les lois profondes de la nature. Là, on renverse un peu le problème aujourd'hui. On en est en fait écrasé sous des quantités de données proprement impressionnantes. Et la logique est renversée. On cherche à trouver des formes maintenant derrière ces données et à élaguer finalement autant que possible la complexité de façon à revenir sur des choses qui sont intelligibles. Donc finalement, la data visualisation, c'est tout à fait ça.
C'est devenu aujourd'hui un véritable enjeu, un enjeu d'interprétation, un enjeu de compréhension. Et ça impacte les travaux de la Cour. Je vais vous donner quelques exemples dans 2 minutes. Donc, au-delà de la data visualisation, voilà, on a des besoins de traitement massif aujourd'hui. On automatise par exemple l'analyse financière des établissements publics nationaux, autant que possible, donc à partir du flux CCI, de la Direction générale des finances publiques, qui nous donne finalement tous les éléments nous permettant de reconstituer les documents de synthèse et de mener à bien donc les analyses sur ces établissements, ce qui permet éventuellement d'orienter les contrôles. Bon, on cherche également systématiquement maintenant à chiffrer les recommandations qui viennent en conclusion des rapports de la Cour, de façon à ce qu'il ne reste pas simplement une intention, mais donc ça nous demande un travail d'analyse quantitative assez poussé, de façon à essayer de projeter finalement les économies qui pourraient être tirées du suivi de ces recommandations. Et d'une façon plus globale, nous souhaiterions aujourd'hui être en mesure d'analyser de grandes masses textuelles, à la fois pour orienter la programmation de la Cour en faisant une surveillance de son environnement, donc des flux Twitter, Facebook, de la presse, toutes ces choses-là, donc qui nous permettraient, un peu comme vous l'avez évoqué à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des sujets. D'une part, qui seraient donc des sujets d'intérêt à réintégrer dans la programmation, et d'autre part, nous aimerions bien être également être en mesure donc de faire une analyse poussée de la jurisprudence non juridictionnelle de la Cour. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, contrôler l'ère du numérique, c'est pour nous un enjeu crucial. Donc, ce que l'on souhaite, c'est aider au contrôle, donc de la stratégie, des applications et des bases de données de nos contrôlés. Donc, je ne vais pas être extrêmement disert sur cet aspect-là des choses. Simplement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, à la Cour, on a une transformation du métier où on est finalement où on passe progressivement d'un contrôle ou d'un audit des comptes assez classiques à un audit des algorithmes, des codes sources et des applications numériques. C'est devenu un enjeu essentiel. Donc, les compétences à posséder aujourd'hui sont des compétences qui dépassent de loin, finalement, la simple maîtrise qui est loin d'être simple, par ailleurs, des finances publiques. Bon, à l'ère du numérique, évidemment, avec les masses de données, avec la complexité que nous abordons, on a un problème d'automatisation des diligences également qui se pose. Donc j'évoquais tout à l'heure, par exemple, que l'analyse financière des collectivités territoriales, qui se fait aujourd'hui de façon complètement automatique, avec un système qu'on appelle ANAFI. Donc le principe est très simple, on récupère le flux CCI de toutes les collectivités territoriales, et à partir de ça, donc on est capable de générer des analyses assez poussées, assez fouillées, qui ressemblent beaucoup finalement à ce qui se fait dans le domaine bancaire aujourd'hui, lorsqu'on cherche à donner un rating par exemple sur les différentes entreprises qui sont dans un champ d'attention. Cette analyse financière, elle nous permet notamment d'avoir des indicateurs d'alerte sur telle ou telle collectivité qui serait fragilisée, ce qui va donc orienter le travail notamment des chambres régionales des comptes. Alors, tout ça, ça se fait dans des réorganisations ou des améliorations des process internes à la Cour, et donc on a besoin finalement de diffuser cette culture de la donnée et cette culture du développement, qui n'est pas a priori dans l'ADN initial de la Cour, mais qui le devient de plus en plus. Et voilà, il y a véritablement en ce moment une mutation très profonde dans notre institution sur cette dimension. Donc, à titre d'exemple, ont été créés... alors déjà, il faut bien comprendre que la Cour fonctionne un peu en mode silo. Nous avons 6 chambres qui finalement ont des champs d'attention très spécifiques, donc un service du rapport général, un secrétariat général et un parquet général. Donc vous voyez, toutes ces entités internes sont finalement pas étanches, mais ont une tendance, un tropisme à fonctionner en interne. Donc l'idée a été de casser finalement un peu ce mode de fonctionnement en silo en créant des communautés d'expertise, donc qui finalement s'affranchissent de cette organisation en silo, et où on va aller donner la possibilité aux différents talents
qu'on va retrouver dans la cour, hein, de venir s'agréger à des communautés spécifiquement dédiées à l'analyse des données ou au développement. Donc ça se fait bien sûr avec des accords d'autorité, hein, et donc l'idée c'est de capitaliser finalement sur toutes ces compétences qui sont diffuses et qui nous permettent aujourd'hui d'avancer assez vite sur un certain nombre de sujets. Donc ce qu'on veut, c'est clairement mobiliser transversalement, former, constituer un vivier, baisser la barrière à la contribution technique, hein, valoriser les contributions, particulièrement des introvertis, et cadrer techniquement les démarches qui bien souvent peuvent conduire, lorsqu'elles sont isolées et finalement non prises dans cette logique, hein, au développement de solutions techniques qui n'ont pas été véritablement souhaitées ou véritablement mises en ligne avec les impératifs de notre direction des systèmes informatiques, par exemple. Bon, quelques exemples un peu concrets. On a complètement refondu avec ces méthodes, ces nouvelles méthodes, le code source de cette application Anafi dont je vous ai parlé, hein, qui nous permet donc de faire ce screening large spectre des collectivités territoriales. La communauté de développement contribue également aux travaux de la startup d'État ExtraNetJF, hein, qui est en fait une startup qui a pour objet de faciliter nos échanges de données avec les contrôlés. Donc c'est véritablement pour le coup une forme d'auto-entrepreneuriat au sein de la cour, hein, qui a été confiée à Léry Giquel, qui est coaché par quelqu'un de la DINSIC sur cet aspect des choses. Donc il cherche à nous proposer, alors entouré de cette communauté développement, hein, cette solution d'échange complètement dématérialisée. Bon, il y a un certain nombre de solutions techniques sur lesquelles je ne vais pas rentrer, qui relèvent de la communauté data pour l'amélioration de tableaux croisés dynamiques sur du big data. On a des problèmes aujourd'hui de visualisation de données, comme je vous le disais. On traite par exemple des fichiers avec plusieurs millions de lignes. Vous ne pouvez pas les traiter avec Excel. Donc il faut arriver absolument à trouver des méthodes qui nous permettent de prototyper finalement votre analyse et puis ensuite de la lancer en batch, comme on dit, hein, c'est-à-dire sans que vous ayez de visualisation directe, de façon à arriver finalement au tableau terminal qui vous permet ensuite de mener votre analyse. Bon, les chambres régionales des comptes sont souvent très en pointe sur ces questions-là, donc celle de Bretagne et celle d'Occitanie notamment portent des projets qui sont assez intéressants en cette matière. Et donc on a également un projet de scoring, un projet très avancé maintenant, donc qui va nous permettre de passer finalement de l'étape rating, dans lequel vous donnez une note à dire d'expert sur la base d'une analyse financière, par exemple, à quelque chose qui est plus construit et qui va vous donner une probabilité de défaut. Alors le défaut pour une collectivité territoriale, on pourrait en reparler, hein, mais enfin du moins qui va vous donner une probabilité de mise sous tutelle, pour dire les choses simplement, de cette collectivité, et donc sur un peu sur la même base du flux CCI. Mais pas que. Bon, on expérimente un certain nombre de choses, hein, en méthode agile, donc il y a pas mal d'initiatives, de sprints de développement, hein, de défis data et dev qui permettent de regrouper des équipes de magistrats, de vérificateurs, de rapporteurs, de data scientists, de développeurs à un moment donné sur une question. Donc on se donne un défi pendant 3 heures, 4 heures. Vous avez des petits groupes qui s'adonnent à cette tâche en espérant donc faire sauter les verrous qui jusqu'à présent nous bloquaient. Donc c'est un peu le principe de la méthode agile, hein, c'est de voir ce qu'on peut faire dans le cycle de production d'un projet informatique ou d'un projet de data science au plus près du besoin du client, de façon à l'intégrer progressivement ensuite au système d'information. Donc on a pas mal de démarches expérimentales donc, pour développer ces nouveaux outils, des data sessions. On travaille également avec donc les data sessions qu'on a évoquées précédemment, hein, je vais vous en donner quelques autres exemples, et on travaille aussi pas mal avec des associations citoyennes comme Data for Good par exemple, ou dans le cadre de programmes initiés là par Etalab pour le coup, comme le programme des entrepreneurs d'intérêt généraux, qui nous aide énormément finalement dans cette progression vers une administration augmentée. Dans les éléments de développement, hein, en mode agile, aujourd'hui on a un site qui s'appelle beta-cccompte.fr, vous ne pourrez pas y accéder parce que c'est quelque chose qui est purement en interne, hein, qui va nous permettre justement de casser un peu cette organisation en silo et de donner accès à la fois aux données et à différents outils numériques qui permettent donc de modifier finalement nos modes de management et de production de savoir.
Alors l'interaction avec les citoyens, qui est mon dernier point, j'essaierai de ne pas être trop disert pour ne pas trop déborder sur le temps qui m'est imparti. L'interaction avec les citoyens, elle cherche essentiellement donc à expérimenter des dispositifs qui nous permettent de les impliquer dans nos activités. Donc on a à la fois des interactions avec le grand public, ça s'est particulièrement incarné dans un certain nombre de rapports. Donc là j'en ai cité un qui est assez emblématique en ce sens, qui est un rapport sur l'autisme. Donc voilà, il y a eu un travail d'évaluation assez classique par les équipes de contrôle et on a voulu l'enrichir en adressant au travers donc, du relais Facebook 2 questionnaires. Un questionnaire qui a été directement adressé à des patients voilà, souffrant de cette pathologie et à leur famille également. Donc c'est le deuxième questionnaire. Donc ça nous a permis de réunir 3500 ou 4000 finalement réponses complètes et d'enrichir assez largement finalement les recommandations et les avis qui avaient été portés par la Chambre. Donc nous cherchons également à ouvrir des données inédites et nos passerelles techniques. Ça se fait au travers donc, de hackathons et de data sessions. Donc le hackathon, c'est un événement dans lequel on va proposer à des développeurs externes à la Cour de venir nous rejoindre sur un sujet particulier. C'est un peu la même chose qu'une data session, si ce n'est que dans la data session, on fait du code pour analyser les données. Dans un hackathon, on va chercher à faire du code pour développer une solution numérique particulière. Donc c'est une forme d'ouverture de la Cour sur les compétences des citoyens et sur leurs désirs également. Et on cherche à rendre plus fluide l'échange des données, de l'ouverture des données des CRTC, donc des cours régionales et territoriales des comptes, vers le public, ainsi que nos jurisprudences. Alors, ça s'incarne également par le partage d'un patrimoine historique et culturel, mais ça renvoie également à ce que je viens de vous dire sur les jurisprudences. Nous numérisons nos productions écrites et nous venons de signer un accord avec la BNF de façon à ce que celle-ci soit disponible sur la base Gallica, donc ce qui permettra donc à tous les citoyens de retrouver de façon aisée finalement les différentes productions de la Cour, qui sont fort nombreuses. Donc là, c'était un exemple de hackathon qui s'est déroulé en juillet 2018. C'était un hackathon rassemblant la Cour des comptes, la DINSIC, l'Assemblée nationale, la Direction générale du budget, la Direction générale des finances publiques. Donc il y avait quelques défis qui avaient été proposés. Donc tous les défis n'ont pas été relevés par la Cour des comptes. Donc on en avait un qui s'appelait Adopte un territoire, donc là qui était typiquement dirigé vers la Cour des comptes, donc un projet de comparaison des territoires en fonction de leurs dépenses et de la fiscalité à partir d'indicateurs socio-économiques. Bon, on voit très bien comment les données dont nous disposons finalement peuvent nos compétences en développement peuvent intéresser les citoyens. Simultan l'amendement, donc là c'est quelque chose que nous n'avons pas fait nous directement, c'est quelque chose c'est un hackathon qui visait à réutiliser OpenFisca. OpenFisca c'est un simulateur des effets finalement fiscaux qu'un amendement pourrait avoir sur différentes catégories de ménages. C'est un outil de micro-simulation en fait, pour dire les choses très simplement. Donc voilà, on avait un autre qui s'appelait Décofi, un décodeur de la performance financière des communes, là, qui nous intéressait également directement. Où va mon argent? Exploration des données du compte général de l'État afin de livrer aux citoyens des éclaircissements sur l'utilisation de l'argent public. Bon, ça dépasse simple Cour des comptes, on a participé à ces choses-là. Et donc dans nos rapports avec des associations citoyennes, on a quelques entreprises, notamment avec Data for Good. On a cherché à améliorer l'application source de data.gouv.fr, vous l'évoquiez tout à l'heure, afin d'offrir des possibilités de prévisualisation des données. C'est vrai que quand vous allez sur data.gouv.fr, vous pouvez trouver cela un peu austère ou un petit peu difficile finalement de naviguer dans cette architecture. Et c'est vrai que la visualisation, ça facilite quand même beaucoup les choses. Alors, on n'en est pas encore au stade de permettre une visualisation tout azimut de toutes les bases de données. C'est très difficile, évidemment, on le comprend, en raison de la structuration des fichiers et même des attendus de visualisation qu'on pourrait avoir à l'esprit.
Ça progresse et nous, ça s'incarne directement dans ce qu'on appelle la data box, qui est donc un outil interne à la Cour des comptes, qui nous permet par contre, nous, de prévisualiser un certain nombre des données que nous conservons en raison de leur confidentialité dans le périmètre de la Cour. Voilà, j'en ai fini. Une conclusion très rapide. Donc il y a un certain nombre de projets à la Cour qui se développent. Moi j'essaie de vous en donner la teneur ou quelques éléments d'illustration. Je crois qu'on est face à une profonde transformation aujourd'hui des méthodes de travail dans les juridictions financières au sens large du terme. Et donc on cherche encore à s'armer, à progresser. Les expertises que nous visons dans ce foisonnement de projets que j'ai essayé de vous présenter, ce sont des expertises qu'on veut renforcer aujourd'hui en topologie, en analyse dynamique des grands graphes textuels. Alors, ça paraît un petit peu inquiétant cette formulation, mais voilà, on a une problématique aujourd'hui de surveillance de l'environnement qui peut nous aider à potentiellement améliorer la programmation de nos travaux. Donc pour ce faire, on a besoin d'identifier dans le buzz environnant finalement les sujets qui sont pertinents. Donc, on ne veut pas de bruit, on voudrait bien trouver voilà, un certain nombre de sujets qui tiennent à cœur, au cœur des citoyens. Et donc pour ça, on a besoin de faire une analyse de la twittosphère, qui est par ailleurs déjà surveillée par nos services de communication. On a envie de l'étendre, de la rendre plus massive, en intégrant d'autres réseaux sociaux et évidemment toute la production de la presse. Donc ça correspond finalement à capter des données vraiment extrêmement massives textuelles et d'arriver à faire des graphes à partir finalement de ces données, des graphes sémantiques. Vous avez des mots-clés qui sont reliés les uns les autres, avec des arcs qui manifestent finalement leur degré d'association. Et finalement, vous arrivez à avoir une espèce de cartographie à un moment donné d'un sujet avec des agrégats sémantiques qui apparaissent particulièrement denses et dont vous pouvez suivre la dynamique temporelle, ce qui permet donc de juger finalement d'un effet de mode ou au contraire d'un effet un peu structurant dans le débat public ou dans le débat sur ces réseaux-là. Donc ça, ces outils nous intéressent dans cette optique de réorientation de la programmation. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura un traitement automatique derrière, il y aura toujours une intervention humaine in fine qui nous permettra de juger donc de la pertinence de ces agrégats ou de ces sujets qui remontent. Et cet outil pourrait nous aider également à stabiliser la jurisprudence non juridictionnelle de la Cour. On est producteur d'un très grand nombre d'écrits. On a bien évidemment envie qu'il y ait une cohérence entre les recommandations qui sont données à l'année N, à l'année N-3 et à l'année N-6. On n'a pas envie de se dédire, évidemment. Et donc, cette immense masse de données textuelles que nous produisons en interne, on veut pouvoir l'analyser également avec ces systèmes de graphes. Donc on a un projet aujourd'hui qui est développé avec des entrepreneurs d'intérêt généraux que nous allons recruter dans quelques temps, au travers donc de la mission de la DINSIC, et qui devrait donc nous aider à développer ces compétences en partenariat avec l'Institut des systèmes complexes de Paris, qui est une unité CNRS qui a elle-même déjà les architectures à la fois logicielles et physiques pour faire ce type de travail. Voilà, donc vous comprenez aussi qu'on a une grande envie de s'ouvrir à la Cour vers l'expertise universitaire, vers la recherche académique, parce qu'on sait que ces sujets aujourd'hui de big data et tout ce qui finalement gravite autour du numérique, de l'intelligence artificielle, ça va nécessiter des ressources intellectuelles que peu d'organisations peuvent à elles seules maîtriser complètement. Donc cette articulation des juridictions financières avec le monde académique est en cours, elle existe déjà, on cherche à la systématiser de façon à avoir accès aux meilleurs experts et aux meilleurs techniciens pour nous aider dans ces missions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Brandouille, pour cette communication très instructive, extrêmement instructive sur non plus, je dirais, la mutation, mais en fait le grand bouleversement que nous allons connaître, j'ai dit commettre, parce qu'on le voit bien, finalement, il y a un changement à la fois de langue, de langage, qui fait assez peur, à mon sens, un changement des compétences, un changement des métiers et donc des diplômes et des concours à venir. La fonction publique n'est plus la même. On nous a changé notre fonction publique, notre administration, si je voulais paraphraser un auteur connu.
Et j'ajouterais, j'avais un professeur, quand j'étais très jeune, donc il y a très longtemps, qui disait à chaque fois quand il nous regardait, « O tempore homores ». Au temps Homer, ça a l'air de dire, oh là là, les temps ont bien changé. Donc les temps changent, la question que je me pose, que nous nous posons sans doute, c'est de savoir si c'est un mieux, si c'est un progrès. Donc peut-être que c'est cette question-là qui sera en filigrane de notre réflexion. Je voudrais donc lancer le débat, puisque nous avons ici des étudiants et des cadres qui sans doute ont des questions à poser à nos différents interlocuteurs. Donc en général, c'est la première question qui est la plus difficile, il faut se lancer. Mais je connais un certain nombre d'entre vous, donc je pourrais désigner des gens. Bonjour, merci. J'avais 2 questions à poser. Une première à Madame Dominjon et une seconde à Monsieur Brandoui. Donc, excusez-moi si j'ai écorché vos noms. Donc, pour la première question, c'était par rapport aux data sessions. Et je voulais savoir si vous pouviez expliquer concrètement comment ça fonctionne. Et ma seconde question concerne l'interaction que vous avez évoquée, Monsieur Brandoui, avec les citoyens. Donc, dans l'exemple que vous avez cité, par exemple, sur les questionnaires sur Facebook, donc, la Cour des comptes a publié, donc, des questionnaires. Je voulais savoir concrètement comment s'était passé le retour d'informations que vous aviez communiqué du coup aux citoyens. Merci. Je vais répondre à cette première question en vous donnant des exemples des 2 data sessions qu'on a faites. La première data session, donc, qui était celle avec notamment la Cour des comptes, le choix a été fait d'un set de données qui étaient les déclarations d'intérêt des présidents et vice-présidents des conseils départementaux élus en 2014, si je ne m'abuse. Et donc, en fait, ces déclarations d'intérêt avaient été reçues par la haute autorité donc, après leurs élections et avaient fait l'objet d'un traitement pour être dans une base commune, donc un fichier qui recensait donc l'ensemble des éléments de la déclaration d'intérêt, donc les mandats électifs, les activités professionnelles passées, les activités du conjoint, éventuellement les activités bénévoles, les revenus. Et à partir de ce dossier un peu, enfin de ce fichier un peu massif, a été élaboré un petit outil informatique de traitement qui a permis d'obtenir une cartographie des intérêts des élus départementaux. Donc à l'issue de ces 2, c'était pendant 2 jours, je crois, la data session. Donc en fait, il y a un petit groupe composé notamment d'1 ou 2 développeurs, d'une personne de la haute autorité, d'autres personnes qui souhaitaient travailler sur ce sujet-là et qui ont développé cet outil. Et donc à la fin des 2 jours, ils avaient à leur disposition une carte de France avec plusieurs filtres. Et vous aviez la possibilité de poser un filtre pour croiser, par exemple, élus, je ne sais pas, de gauche et activités professionnelles dans le secteur de l'agriculture, ou élus vice-président et activités du conjoint dans le secteur des affaires publiques. Donc voilà, ça c'était l'objet de cette data session, c'était de travailler sur ce fichier-là spécifique, et ça a permis d'avoir une première carte avec certains filtres. Après, et en raison du temps et de la difficulté, il y a eu certains filtres qui ont été choisis au préalable, parce que c'est ça aussi les data sessions, c'est choisir des axes de travail qui paraissent pertinents, parce que la donnée, comme on l'a dit, il y en a tellement qu'il faut faire des choix, il faut essayer de décider ce qui va être le plus pertinent. Et la deuxième data session qu'il y a eu, c'était sur le répertoire des représentants d'intérêt. Et donc, il y a eu un atelier qui visait à réfléchir à comment justement faire de la data visualisation. Et notamment, moi j'étais dans un groupe qui avait travaillé sur, alors pour vous donner un exemple précis, les entités qui s'inscrivent sur le registre doivent également déclarer les associations auxquelles elles adhèrent. Par exemple, c'est surtout le cas pour les syndicats, les fédérations professionnelles. Par exemple, les petites fédérations professionnelles sectorielles, si elles sont adhérentes au MEDEF, doivent déclarer cela. Et donc, à partir de uniquement cet aspect-là du registre, donc les associations dans lesquelles adhèrent les représentants d'intérêt, on a pu faire un espèce d'énorme graphique qui reliait en gros les entités et leurs associations et qui permettait de voir, par exemple, il y avait donc la boule du MEDEF qui était énorme et qui partait vers des milliers d'entreprises et d'organisations. Après, il y avait une autre boule qui était, par exemple, la FNSEA, donc la Fédération nationale agriculture, parce qu'il y avait toutes les fédérations départementales, les F2SEA qui s'étaient inscrites également au registre, donc on voyait ainsi qu'elles étaient toutes reliées, et puis on voyait certains très isolés, on voyait certains reliés à plein, donc ça permettait d'avoir un peu une vision de cette structure des représentants d'intérêt
par ce biais-là précis des adhésions à des associations ou à des fédérations professionnelles. Voilà, donc les data sessions, c'est vraiment ça, c'est un objectif très précis avec un set de données très précis sur un temps court pour avoir un résultat concret. Oui, alors moi j'ai deux illustrations à vous montrer. Donc sur cette enquête sur l'autisme, donc l'objectif, je pense que vous l'avez compris. Hein, on a in fine, ce que nous souhaitions, c'était enrichir finalement des travaux qui sont souvent des travaux assez désincarnés, qui sont très quantitatifs dans ces enquêtes sur l'évaluation des politiques publiques. Hein, qui sont à la fois quantitatifs et qui sont souvent un petit peu finalement non pas loin du citoyen, parce que les citoyens sont systématiquement associés soit directement, soit par le biais de structures intermédiaires, d'associations qui représentent leurs intérêts. Elles sont interrogées, ils sont interrogés ou elles sont interrogées de façon à enrichir nos rapports. Et donc là, cet enrichissement, on l'a voulu beaucoup plus direct. Donc je vous le disais, on a touché plus de 60 000 personnes. Donc on a suivi un peu les métriques sur cette campagne Facebook. Donc là, vous avez un screenshot de ce tableau de bord finalement qui nous a permis de suivre un peu l'effectivité de notre démarche. Donc on a collecté tous les retours et tous les avis finalement de nos répondants qui n'ont pas manqué de nous faire part de leur satisfaction, de leurs insatisfactions d'ailleurs. Hein. Et pour répondre plus directement à la question que vous me posiez, oui, on a publié un post spécifique donc, sur cette enquête. Hein, on a voulu dire effectivement à quel point les réponses nous avaient été utiles. Donc sur ce rapport d'évaluation des politiques sur les troubles du spectre de l'autisme, on a publié un cahier spécifique qui contient les résultats donc, de l'enquête Facebook spécifiquement, donc, qui était téléchargeable par tout un chacun. Donc là, c'est les liens que vous voyez apparaître sur la partie gauche de l'écran. Et évidemment, chacun peut accéder au rapport de la Cour des comptes. Hein, et donc celui qui était dédié à cette affaire, donc l'évaluation de la politique en direction des personnes présentant donc, les troubles du spectre de l'autisme, est directement chargeable sur Internet également. Donc à la fois, on a eu un retour qui a été direct vers les personnes ayant accepté de participer à cette enquête, hein, en leur renvoyant un message, les invitant à aller voir comment finalement l'enquête en elle-même avait été traitée et comment finalement on avait pu ensuite l'insérer au rapport. Pas intégralement évidemment. Hein. Très bien. Une autre question, merci beaucoup. Bonjour. Vos interventions m'ont interpellé sur un point très précis, avec l'accélération annoncée de la donnée numérique, etc. En tant que futur attaché d'administration de l'État, il y a une dimension particulière du métier, celle du management. Est-ce qu'avec cette accélération, on n'aurait pas demain, en exagérant bien sûr, plutôt qu'à manager du personnel, à administrer de la donnée? C'est-à-dire, ça nous interroge sur nos futurs métiers d'attaché d'administration. Et au-delà, avec cette accélération, qu'est-ce qu'on mettrait derrière la notion de service public? Voilà. Merci. Merci monsieur. Je ne sais pas à qui vous avez adressé précisément la question. À nos deux interlocuteurs, puisqu'en l'occurrence, je ne suis pas particulièrement compétent, mais peut-être que Madame la directrice de l'IRA a une vision sur cette question, j'imagine. Il y a effectivement une vision peut-être, en tout cas on y réfléchit de façon très précise, puisque dans la formation des attachés, cette question de la gestion des données et de son impact sur les agents que vous aurez à manager, ainsi que sur votre propre parcours professionnel, ces questions-là sont effectivement dans notre réflexion et sont déjà dans ce qui sera dans quelques temps, quelques mois, même le programme du concours d'entrée. Donc, à l'IRA, on y réfléchit parce que c'est impossible d'imaginer envoyer dans les services de la fonction publique
des cadres surtout qui n'auraient pas un minimum de sensibilisation à ces questions, étant entendu qu'il y a aussi des personnes du métier pour travailler sur les outils et traiter les données, enfin surveiller, superviser autant que possible le traitement de la donnée par les outils, mais pour l'analyse et le choix notamment des données à utiliser dans la politique publique, il faudra quand même que l'on forme ces gens-là. Après, c'est vrai que se pose la question du service au public. J'ai insisté tout à l'heure. Vous préparez, vous avez choisi de rejoindre le service public, je ne peux que vous en féliciter, il y en a d'autres que j'espère voir arriver aussi, mais il y a la question du service au public, et tout à l'heure le sujet a été évoqué par Madame Saison. Il y a non seulement des zones blanches, tout simple, il existe encore des zones blanches, voilà, dans certaines petites régions de notre pays, même en métropole et encore plus dans les régions ultramarines. Donc pas d'accès facile à l'outil électronique. Et puis il y a l'exemple que vous donniez en parlant d'une personne de 89 ans, mais il n'y a même pas besoin d'aller à cette génération-là pour savoir que de nos jours, on a dans les usagers, chez nos concitoyens, un pourcentage d'illettronisme, maintenant on utilise ce terme, très important. Et ces questions qui touchent à l'éthique et à la déontologie ne doivent pas être écartées. C'est tout ce que je peux vous dire. On n'a pas de réponse complète, mais on l'a en tête. On l'a en tête, et vous l'aurez aussi. C'est un vrai sujet de management. C'est même pas de la science-fiction. Je veux dire qu'on a certains de nos agents qui vont se trouver face à des changements de métier, comme on le voit dans certaines structures déjà. La Cour des comptes évolue énormément. Je suis ravie de l'apprendre parce que c'est une institution qui, en elle-même, avait surtout une image de stabilité très, très forte. Merci beaucoup, Madame Manjol. Oui. Oui, peut-être, je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais sur cette question de l'évolution du travail des agents en raison de la donnée, à la Haute Autorité, ça a été particulièrement concret, parce qu'avant la Haute Autorité, il y avait la commission de transparence de la vie politique, qui recevait également des déclarations qui existaient depuis 88, mais qui étaient relativement méconnues, il n'y avait pas encore d'infractions liées au non-dépôt, etc. Et donc, qui recevaient des déclarations papier, et qui sont d'ailleurs toujours conservés dans des coffres à la Haute Autorité. On a des mêmes problèmes de portance au sol d'ailleurs qu'évoqué tout à l'heure. Et en fait, on a plusieurs agents de cette commission qui donc travaillent dans cette commission depuis parfois 15 ans, qui ont intégré le pôle contrôle de la Haute Autorité et qui ont dû se familiariser avec quelque part le même métier qui était d'analyser ces déclarations, mais en même temps un métier complètement différent puisque tout a été numérisé et puis la façon d'analyser les déclarations a été différente puisqu'une infraction a été créée. Donc c'est vrai qu'on le voit sur plein d'administrations. Et sur l'idée du management des agents et des données, peut-être juste un point, je ne sais pas si ça rentre pile poil dans la question, mais le système Ulysse que j'évoquais tout à l'heure, où il y a les fichiers de chaque déclarant, donc chaque agent va avoir accès à certains fichiers qui sont quelque part son pool de déclarants qui va contrôler, avec des règles évidemment de déport en cas de conflit d'intérêts, si la personne connaît un déclarant, etc. Et donc c'est pour le chef, l'enjeu c'est de réussir à faire en sorte que chacun ait accès aux bonnes données tout en protégeant donc, tous ces risques de conflit d'intérêts. Donc voilà, ça c'est quelque chose que le responsable du pôle doit avoir en tête, qui n'est pas évident. Merci beaucoup, Jeanne. Christophe, tu voulais ajouter un petit mot, Monsieur Brandouille? Je vais être très bref. Il y a plusieurs éléments dans votre question. Évidemment, c'est très difficile de répondre intégralement à tout cela. Il me semble, et c'est, je pense, une remarque de bon sens, vous m'excuserez d'enfoncer sûrement une porte ouverte, mais dans l'expression des besoins que vous allez avoir à faire aux différents spécialistes d'analyse de données ou de développement, vous avez nécessairement besoin à un moment donné de connaître les potentialités de l'analyse ou les potentialités simplement du code. Donc il faut une culture minimum de façon à être capable d'interagir avec ces techniciens, ces spécialistes. Et donc nous, on s'en aperçoit à la Cour, c'est devenu, c'est pas problématique, mais on sait que si on veut vraiment devenir très performant sur l'analyse de ces données massives et de l'exploitation du potentiel finalement des algorithmes,
il faut déjà que les utilisateurs en comprennent vraiment la portée et les possibilités. Donc on les forme systématiquement dans une session d'accueil maintenant à ces potentialités. Donc ça rentre dans le programme de formation interne de la Cour, qui va même au-delà de ça, puisque jusqu'à présent on avait des programmes de formation en interne qui étaient plutôt orientés sur l'audit, l'audit public, qui vont maintenant être doublés systématiquement de diplômes d'université qu'on va essayer de faire délivrer à nos agents sur la transformation numérique. Donc on veut vraiment faire monter en compétence tout le monde, parce que il faut déjà, pour poser une bonne question, il faut déjà être capable de circonscrire précisément l'objet et de connaître les potentialités des réponses dans l'environnement. Sinon, on n'est pas capable de clairement l'orienter. Merci beaucoup, Élise Untermaier-Kerléo. Je serais très tentée de réagir aux propos introductifs de M. Mondou et de Johan Saison, mais je crois que ça empiéterait sur le thème de cet après-midi et je voudrais avoir quelque chose à dire à 14h. Donc pour l'instant, j'ai des questions très très concrètes qui s'adressent à Mme Dominjon et à Monsieur Brandouis. Je m'interroge sur le nombre d'agents qui sont employés dans le pôle informatique, notamment de la HATVP. Concrètement, combien? Parce que derrière les automates et les logiciels, il y a des hommes, encore. Et combien d'agents cela représente? Et deuxième question un peu liée, les logiciels que vous avez évoqués, Adèle, Agora, Ulysse, ces logiciels, ils ont été conçus en interne par des agents qui sont employés par la HATVP, ou alors est-ce que vous avez externalisé la confection de ces logiciels, et quelle maîtrise vous avez, si vous les avez déjà fait évoluer, si vous devez les faire évoluer, quels sont vos rapports avec les concepteurs des logiciels en question? Voilà, et puis peut-être dernière question, est-ce que vous avez, puisque vous êtes chargée, Madame Dominjon, vous êtes chargée des partenariats de la HATVP, est-ce que vous avez des connexions avec le monde de la recherche, notamment dans l'informatique? Merci. Alors merci pour cette question. Oui, effectivement, le PSI sans qui la haute autorité s'effondrerait. D'ailleurs, l'autre jour, le chef du PSI n'était pas là et pendant toute une matinée, personne n'a eu accès à ses mails. Donc c'est très concret. Il y a peu d'agents, mais il y a toujours 3-4 offres d'emploi sur le site internet. Donc on a une grosse difficulté de recrutement. Le pôle est composé d'un chef, de 2 agents permanents et d'un apprenti. On a encore 3 postes ouverts et ça fait peut-être 1 an qu'on essaie de les pourvoir et qu'on n'y arrive pas. Notamment des postes de développeurs principalement, puisque effectivement ça répond à votre autre question. On a développé en interne tous les logiciels, notamment en faisant appel on les a développés en interne, mais en faisant appel à des prestataires extérieurs qui sont venus en interne, puisqu'on voulait justement garder la maîtrise sur tout le code et toutes les capacités d'ensuite faire évoluer, et puis aussi pour des raisons évidemment de confidentialité et de ne pas prendre de risque d'externaliser des données. Donc l'ensemble des données de l'autorité sont conservées sur place, et par exemple il n'y a pas d'accès, et on ne peut pas faire du télétravail. Il n'y a pas d'accès depuis l'extérieur aux logiciels, ni aux déclarations, ni aux données du réseau. Le seul accès qu'on peut avoir éventuellement de l'extérieur, ce sont les mails, et encore pas les mails cryptés. Donc voilà, c'est ça qui permet de sécuriser. Et donc voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Donc voilà, prestataires extérieurs, mais qui sont venus travailler dans les locaux et dont on a gardé toute la maîtrise sur tous les logiciels. Mais c'est vrai que 3-4 personnes, ça paraît très très peu par rapport à l'ampleur de la tâche. Oui. Et quand vous parlez de 10 000 déclarations par an, En fait, le contraste est assez saisissant, je trouve. Quand Agora a été développé, donc Agora c'est pour les représentants d'intérêt, il y avait 5 prestataires qui étaient là en permanence pendant 6 mois. Donc il y a eu presque un deuxième pôle pratiquement constitué de prestataires. Mais voilà, c'était pour ce besoin ponctuel. Sur le quotidien, ils sont que 3. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu surchargés de travail. Donc s'il y a des vocations dans la salle, surtout, n'hésitez pas à postuler. Et pour votre autre question sur les liens avec le monde universitaire, on en a donc de nombreux, participations à des colloques, des conférences. On lit beaucoup ce qui est produit. On a un prix de recherche aussi qui a été attribué l'année dernière sur tous les sujets, qui englobait tous les sujets déontologie, transparence, etc. Sur plus précisément le monde universitaire et sur les questions informatiques, c'est peut-être un peu moins le cas. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on travaille. Pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Ça va être plus ponctuellement s'il va y avoir un forum des métiers ou un colloque ou un peu en lien, on va envoyer le chef du PSI pour
présenter ce qu'on fait, mais c'est relativement rare pour l'instant. Alors pour la Cour des comptes, on doit avoir une quinzaine de personnes à la direction des systèmes informatiques et une quinzaine de personnes dans ce qu'on appelle le pôle data, où sont nos data scientists. Alors vous ne m'avez pas adressé directement la question, mais je vais quand même vous répondre malgré tout sur la difficulté qu'il y a à organiser des rapports et des liens pérennes avec le monde du savoir pour des institutions comme les nôtres, parce qu'elles ne sont déjà pas organisées pour parler avec des universitaires, elles n'ont pas la même temporalité, pas forcément non plus les mêmes intérêts. Donc c'est un vrai sujet. Alors il y a un certain nombre d'autorités administratives indépendantes qui arrivent fort bien, et ça passe souvent par la création d'un conseil scientifique. Je pense par exemple au conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers qui joue ce rôle d'interface avec le monde du savoir et qui permet d'accéder justement à des compétences rares. Alors travailler avec des informaticiens, c'est tout à fait faisable, c'est même tout à fait souhaitable, et c'est difficile parce qu'il faut arriver à trouver cette langue commune. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a quand même un véritable problème de culture sur les questions que nous abordons aujourd'hui, et il faut se mettre les uns et les autres au niveau, donc ça peut être difficile pour un informaticien de comprendre la langue administrative. Moi, je suis très récent à la Cour des comptes. Il a fallu que je monte une marche, je venais de la finance quantitative, une marche culturelle importante pour arriver à saisir, ne serait-ce que dans la forêt des acronymes qui m'étaient proposés tous les jours, qui était quoi et qui faisait quoi. Et puis bon, c'est une discipline difficile, une discipline complexe que celle des finances publiques et que celle de l'audit public d'une façon générale. Donc on a véritablement besoin de créer ces passerelles. Alors notamment aller chercher des informaticiens, ça demande de créer de nouvelles passerelles avec encore de nouvelles compétences. Enfin voilà, on ne peut absolument pas y échapper. Donc ça nécessite un effort des deux côtés. Et voilà, c'est dans finalement toutes ces dimensions que se tricote aujourd'hui ce rapport potentiel avec l'université. Merci beaucoup. Je cède la parole à Madame la directrice. Oh, juste, excusez-moi, je vous recède tout de suite la parole parce que c'est immédiatement dans la suite. C'est pour vous dire que, comme quoi les tendances sont à revisiter systématiquement. Jusqu'en 2009, si ma mémoire est bonne, je n'étais pas encore directrice de l'IRA de Lille, évidemment, mais il existait à l'IRA de Lille une filière de formation qui s'appelait la filière des analystes. C'est-à-dire qu'on formait les attachés d'administration, un certain nombre d'entre eux suivaient la formation d'attachés d'administration et restaient 6 mois de plus pour travailler sur ces aspects d'analyse, de questions administratives, de politique publique, de langage commun, etc. Ça a été considéré comme inutile à partir de 2009. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de la formation des attachés, c'est une question que nous posons régulièrement au ministre en charge de notre tutelle pour lui dire ça n'a pas été annulé, ça a été suspendu, donc peut-être qu'il faudrait décrocher le lien, mais ce n'est pas encore gagné. Merci beaucoup. Donc une autre question. En fait, bonjour. Je voudrais savoir en fait si l'open data est déjà utilisé en fait dans le cadre de la gestion des ressources humaines dans l'une de vos deux structures. Et sinon, en fait, pensez-vous que cela soit faisable? Merci. Je ne suis pas certain de pouvoir vous apporter une réponse très éclairée sur cette question. L'open data pour la gestion des ressources humaines, vous voulez dire en interne, à la Cour? Oui, tout à fait. Non, à ma connaissance, non. En fait, la façon dont on conçoit, nous, l'open data, c'est les données qui vont vers l'extérieur. Après, sur l'utilisation d'outils informatiques RH, on a un outil informatique RH de congés, de temps de travail, etc. Mais c'est pas vraiment c'est pas de l'open data, c'est un outil informatique. Mais non, l'open data n'est pas. L'open data, c'est vraiment les données qui sont vers l'extérieur et qu'on propose au public. C'est pas forcément la gestion interne des données. Mais bon, en complément de ce que je vous ai dit, qui vous a peut-être paru un peu abrupt, en revanche, nous travaillons évidemment sur des données massives, des feuilles de paye, par exemple, depuis des dizaines d'années. Donc on a évidemment énormément de choses dans la matière, mais vous comprenez bien que c'est très compliqué à rendre. D'abord, il n'est pas question de rendre ça open, et puis ça nécessiterait des questions d'anonymisation, de mise à disposition. Enfin voilà, c'est pour l'instant pas vraiment dans nos priorités. Merci. Alors nous allons encore prendre une question, s'il y en a encore une. Merci. Désolée pour l'autre côté de l'amphi.
Camille Moriot, docteur et ATER à l'Université Grenoble-Alpes. J'ai une question qui s'adresse plutôt aux deux intervenants et qui est en lien avec la première question sur les data sessions, les hackathons, etc. Donc ce sont des événements où on réunit des agents administratifs et des personnes extérieures à l'administration qui ont une compétence très pointue. Ils mettent au point un service. Ma question c'est qu'advient-il de ce service? Quelles sont les règles qui sont suivies sur le devenir de ce service? Parce que certes, c'est un service qui a été créé sous le pilotage d'une administration, mais qui fait intervenir quand même des personnes extérieures, donc qui vont pouvoir peut-être avoir une idée sur quel type de service il faut fournir, quelles fonctionnalités il faut ajouter, etc. Donc, qui est responsable, qui est considéré comme créateur de ce service, qui, à mon sens, est un service d'un nouveau type, qui est responsable, voilà, s'il y a des erreurs dans le programme, comment on assure sa poursuite dans le temps, etc. Merci. Bon, je crois que j'ai dû donner, ou nous avons peut-être dû donner une portée à ces data sessions et à ces hackathons qu'elles n'ont pas. Il n'est pas question pour nous de développer des services qui sont directement intégrés dans les systèmes d'information de nos institutions via ces événements, mais bien plus de réaliser des maquettes, des proof of concept d'époque qui nous permettent de tester des hypothèses, de tester des pistes qui pourraient ensuite être développées de façon plus systématique et plus industrielle, plus fiable, plus stable dans nos institutions. Ça, c'est un premier élément. Autrement dit, si vous considérez ce qui est produit, alors il y a des choses qui sont de niveau variable, on a des réalisations qui sont vraiment remarquables à l'issue de ces sessions, donc on arrive vraiment à un produit fini, un POC intéressant, qui pourrait orienter la décision ou l'action publique, c'est certain. D'autres sont beaucoup plus embryonnaires. Quant à la propriété, finalement, vous savez, dès lors que vous écrivez une ligne de code dans un programme, vous en êtes propriétaire. Donc c'est un peu compliqué. Donc tout ça se fait généralement sous le chapeau de licence libre. Et notamment pour ce qui est du développement, nous mettons tout systématiquement sur GitHub. Donc l'idée, c'est véritablement de laisser à la fois les codes et toutes les ressources intellectuelles finalement qui ont concouru à ces événements en accès libre et donc sous la libre disponibilité des utilisateurs. Par ailleurs, le destinataire de ces sessions n'est pas nécessairement l'administration. Ça peut être une association qui in fine, a besoin finalement de nos compétences pour développer un service vers le citoyen. Dans Adopte un territoire, c'est tout à fait ça, par exemple. C'est une association citoyenne qui avait besoin, finalement, d'échanger avec la Cour de façon à comprendre comment nous saisissions de ces questions-là pour chercher à proposer un service opérationnel à ses membres. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois faire un peu rêver, mais les résultats ensuite derrière ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs ou de la façon dont on peut vendre un peu, parfois survendre ces data sessions. Pour reprendre les deux exemples qui sont en fait les deux seules data sessions menées à ce jour à la haute autorité, sur le jeu de données sur les conseillers, les présidents de département, c'est quelque chose que nous on a gardé en interne et on a pu éventuellement s'en inspirer, mais c'était pas quelque chose qui était assez propre ni assez abouti pour le rendre public, notamment parce que le jeu de données n'avait pas été particulièrement nettoyé, donc il y avait des données qui étaient plus ou moins fiables, etc. Et sur la deuxième data session sur le registre, là pour le coup ça a été quand même plus riche pour la suite, puisque notamment les idées de développement du moteur de recherche et les prochaines étapes qui vont être données ont été lancées lors de cette première data session. Donc pour nous, ça a été un moyen de récupérer des idées et de mieux comprendre les usages et donc à partir de là de mieux développer. Mais le développement vraiment technique, le code, a été fait vraiment ensuite en interne à la haute autorité. Mais évidemment, vu qu'on met tout aussi en licence ouverte, le code peut être réutilisable. Donc voilà, je m'arrête là.